Je suis Madame Léa Mbouadoumta, ancien ministre des Affaires sociales, de la Justice, de la Santé, ancien fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé au bureau régional de l'OMS à Brazzaville. Cette crise provient essentiellement de l'abandon des zones, des provinces de notre pays par les structures sociales, de l'éducation, de la santé, de la justice. Et ensuite, cela provient également de la faiblesse de notre armée qui n'était pas assez motivée parce que le tribalisme s'est installé au sein de notre armée. Donc la garde présidentielle par exemple avait plus de moyens que les forces qui étaient sur le territoire pour protéger les frontières et les populations. Ce qui a fait que même les services de renseignement ne marchaient pas bien. Et ainsi, il y a aussi eu beaucoup de frustration, beaucoup d'injustice. Donc, beaucoup de Centrafricains se retiraient de la scène politique, de la scène des affaires et ont, disons, monté cette rébellion, ce qu'on appelle une coalition. Donc c'est la coalition des gens qui étaient déçus, qui étaient frustrés, qui sont venus et qui ont pris le pouvoir. Et après la prise du pouvoir, le désordre s'est installé parce que les forces armées ont disparu. Il n'y avait plus de militaires, il n'y avait plus de gendarmes, il n'y avait plus de policiers. Donc c'était une milice qui a géré le pays pendant pratiquement une année et il n'y avait pas de justice, chacun faisait sa justice et cela a suscité une autre rébellion, une rébellion dans une autre rébellion. Les jeunes des villages se sont soulevés également contre cette milice-là. Donc nous avons eu deux camps qui se sont opposés dans notre pays, principalement des jeunes. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui assimilent ces milices-là aux chrétiens et aux musulmans, parce que la religion n'a rien à voir. C'est simplement une question d'éducation, question de frustration qui s'est exprimée dans le manque d'éducation. Donc, voilà ce qui s'est passé et progressivement, nous avons eu l'appui de la communauté internationale en commençant par la CEAC, ensuite l'Union africaine et aujourd'hui les Nations unies. Nous avons les forces des Nations unies. La France aussi a beaucoup aidé, la France, l'Union européenne, tous ces amis de la communauté internationale ont eu de la compassion pour le peuple centrafricain. Donc nous bénéficions de ces forces-là qui sont venues pour nous appuyer et avec le calme qui revient progressivement, nos forces armées également, notre police, notre gendarmerie, ils sont en train d'être repris en main pour reprendre leur place et j'espère améliorer leurs prestations pour que leur mission soit effectivement de protéger les populations et de protéger nos frontières afin qu'on ne revoie plus le drame que nous avons eu où des populations, des voisins se sont levés contre leurs voisins, des villages c'est un drame que nous pensons vouloir oublier définitivement, mais à condition que chaque Centrafricain accepte de jouer son rôle. Le politique joue son rôle de politique, le militaire joue son rôle de militaire, l'homme d'affaires joue son rôle d'homme d'affaires, ainsi de suite, et que les textes que nous sommes en train de mettre en place progressivement puissent être respectés. Aujourd'hui, la transition est régie par une charte constitutionnelle et
nous avons élaboré au niveau du Parlement de transition, nous avons élaboré la Constitution qui avait été abolie, nous avons élaboré la Constitution, le gouvernement a enrichi le document, donc nous allons organiser une rencontre avec les forces vives, disons, moi je dis nous, le gouvernement, les autorités de la transition, vont organiser une rencontre avec les forces vives de la nation pour qu'ils puissent eux aussi donner leur avis sur ce texte-là fondamental et, si Dieu le veut, nous allons commencer les élections par l'adoption de cette constitution. Ensuite, l'organisation des élections législatives et présidentielles pour permettre à notre pays de revenir dans la légalité constitutionnelle. Parce que depuis le coup d'État du 24 mars, et même malgré l'élection de la présidente Catherine Samba-Panza, notre pays est toujours suspendu dans la plupart des institutions internationales. Donc voilà la mission qui est dévolue à la transition. Mais pour cela, il faudrait procéder d'abord au désarmement, parce que les armes circulent partout dans le pays. Donc, pour permettre aux gens de vaquer librement pour leur propagande et tout, il est question de procéder au désarmement. Et c'est pour cette raison que nous avons eu deux étapes. Il y a eu d'abord l'année dernière une rencontre à Brazzaville où les belligérants, ceux qui ont des armes, ils ont signé un accord de cessation des hostilités qui n'a pas porté les fruits escomptés. Et suite à cet accord de cessation des hostilités, nous venons d'organiser un forum qui a impliqué toutes nos populations. Et avant même qu'il y ait le forum, il y a eu des consultations au niveau de chaque préfecture, de chaque sous-préfecture. Donc, les populations de l'arrière-pays se sont exprimées, ont sorti des recommandations. Et ces recommandations, venues des 16 préfectures et des 8 arrondissements de la ville de Bangui, ont été versées au forum de Bangui. Donc, le forum de Bangui a travaillé sur la base des recommandations des populations de l'arrière-pays. Maintenant, ces recommandations, ils ont validé la plupart des recommandations qui doivent maintenant être mises en œuvre par le gouvernement qui a mis en place un comité de suivi. Mais dans ces recommandations, la principale recommandation, c'est le désarmement des groupes armés. Et heureusement également, pendant ce forum, ces groupes armés, eux aussi, ils se sont engagés à cesser définitivement les hostilités. Ils se sont engagés à libérer les enfants qu'ils ont utilisés pour leurs actions. Et ils ont également signé un accord avec le gouvernement et la communauté internationale pour que l'on procède au désarmement et qu'ils puissent être réinsérés dans des activités plus nobles. Donc, c'est cela l'espoir que nous nourrissons aujourd'hui, que ce désarmement puisse réussir, parce qu'à plusieurs reprises, notre pays s'est engagé dans le désarmement, mais ce désarmement était toujours mal fait et les gens disposaient toujours d'armes par devers eux. Donc il est question que ce désarmement se fasse de manière transparente et que seules les forces conventionnelles, les militaires, les policiers, les gendarmes soient autorisés à détenir des armes. Ah, c'est ça, ça fait partie des conditions à remplir pour aller librement aux élections, pour que les gens puissent s'exprimer et que nous nous engageons dans la voie de la démocratie et que nous reconstruisions notre pays pour le bien-être de nos citoyens. Je peux dire que depuis l'indépendance, bien que le père fondateur de la République centrafricaine, le président Barthélemy Boganda, avec sa vision, il a poussé pour que les besoins fondamentaux des populations fassent partie de la gestion de ce pays. Et il a sorti 5 verbes: vêtir, nourrir, loger
éduquer, soigner. Donc, la gestion de notre pays était basée sur ces 5 verbes-là. Et il est question que tous ceux qui ont succédé à ce père fondateur s'appuient sur ces 5 verbes, apprennent à chaque Centrafricain à se nourrir, à se loger, à se soigner, à se vêtir, à s'instruire. Malheureusement, nous avons eu des gouvernants qui ont fait de la démagogie et qui ont pensé plus à leurs propres parents, à leur région, aux gens qui sont proches d'eux. Donc tous ceux qui n'étaient pas proches du pouvoir étaient pratiquement délaissés et c'est cela qui a créé cette injustice. Et la justice même n'avait pas les moyens. Là, je parle en tant qu'ancien ministre de la Justice. Au niveau de la justice, les magistrats, il y avait beaucoup... La justice était politisée et les magistrats avaient été influencés par les politiques. Donc, ils n'étaient pas libres de rendre la justice comme il le fallait. Et le manque d'éducation, l'analphabétisme étant très, très, très élevé dans le pays, les populations ne connaissent même pas la voie de la justice. Par exemple, les tribunaux qui sont ne sont que dans les grandes villes. Et les grandes villes, souvent, sont très éloignées des villages. Donc, les villageois, ils ne savaient pas ce que c'était que les tribunaux. Donc, souvent, la justice se faisait par les populations. Ils se levaient, bon, s'il y a un malade dans le village, on dit, bon, c'est telle maman, c'est elle qui est la sorcière, c'est elle qui a tué. Et parfois, on prenait la personne, on l'enterrait vivante. Donc, c'était des pratiques qui se passaient comme s'il n'y avait pas l'État. Donc, la protection des populations, on devait anticiper tout cela. Cela ne se faisait pas. Donc, c'est cet amoncellement d'injustice a provoqué la situation que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que les autorités de la transition ont tiré les leçons. C'est pour cette raison qu'ils ont voulu écouter les populations pour voir où se trouve le mal profond que les Centrafricains ont vécu afin d'éviter de reprendre le même chemin. Et je pense que l'une des priorités de la transition, c'est aussi de sortir le texte, de renforcer même le texte sur la décentralisation pour que les populations prennent leurs responsabilités au niveau local, que les autorités locales soient outillées pour pouvoir gérer leur localité avec la justice, avec l'éducation, avec la santé, pour que l'on n'ait pas besoin de venir dans les grandes villes pour connaître le bien-être. Donc, chaque être humain a besoin de bien-être et les Centrafricains ne sont pas une exception. Donc, voilà ce que les autorités de la transition sont en train de voir pour qu'à la fin de la transition, les nouvelles autorités qui vont être élues puissent suivre dans la même direction et continuer à donner plus de pouvoir aux autorités locales pour que, au niveau des familles, au niveau des populations, où qu'ils se trouvent, qu'ils sentent la présence de leur État et qu'ils soient fiers de leur pays, parce que nous avons un pays extrêmement riche. Donc, si nous avons une population éduquée, une population en bonne santé, je pense que même au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, les productions vont nourrir les populations pour leur permettre d'être en bonne santé. Donc, l'élevage, nous avons les vaches, nous avons les cabris, nous avons les poulets, nous avons les porcs. Donc, tout cela, ce sont des activités auxquelles nos jeunes qui ont pris des armes peuvent s'atteler aujourd'hui. Parce que les politiques d'hier ont toujours miroité l'engagement dans l'armée. Pour eux, le seul travail à faire, c'est d'entrer dans l'armée, prendre les armes. Or, alors qu'il y a beaucoup à faire, donc il est question de multiplier ce type d'activités-là pour que nos jeunes puissent s'occuper sainement et pour que ceux qui s'engagent dans l'armée s'engagent non pas seulement pour gagner de l'argent, mais s'engagent pour protéger leur patrie, pour protéger leur population. Donc, c'est voilà, tous ces chantiers-là qui attendent et les autorités de la transition et les autorités qui vont sortir des élections pour que nous placions en priorité les préoccupations de nos populations
qui ne sont pas différentes des 5 verbes que notre président fondateur nous a édifiés depuis la création de la République et qui aujourd'hui, depuis 2000, se trouvent dans les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, vous voyez que nous avons notre président Boganda avait anticipé les choses même avant les Nations Unies. Donc, voilà ce que je peux dire. Et ce qui m'a beaucoup frappé pendant le forum, c'est que nous avons eu des témoignages des participants qui sont venus des pays qui ont eu des crises plus profondes que nous. Le Rwanda, par exemple, où je suis allée à 2 reprises et j'ai vu le degré de l'atrocité de la crise du Rwanda. Mais aujourd'hui, le Rwanda est un pays qui est en train d'émerger. La discipline s'est installée au Rwanda. Les Rwandais ont pris leur destinée en main, plus particulièrement les femmes. Quand vous allez au Parlement rwandais, les femmes sont majoritaires. Et au fin fond des villages, les populations se prennent en charge, ils s'organisent en coopérative et ils ont des activités génératrices de revenus, ils créent des banques, donc ils créent eux-mêmes leur richesse. Et ça, c'est un exemple à suivre. Si le Rwanda a réussi, avec très peu de ressources naturelles, c'est que la République centrafricaine, comme je le dis, peut faire un très grand bond en avant pourvu que la gestion se fasse comme il faut, avec l'implication de toutes les filles et de tous les fils de ce pays, et aussi en comptant sur les partenaires qui viennent nous apporter leur expertise. Parce que quand je vois vous qui êtes partis à 10 ans, nous nous sommes vus, vous êtes revenus, ça veut dire que vous avez vu que ce pays-là peut espérer. Donc il y a beaucoup de personnes qui regardent vers notre pays. Il est question d'ouvrir notre pays au monde entier afin qu'il soit connu et que le monde entier puisse fréquenter notre pays et que les Centrafricains aussi sortent pour voir ce qui se passe ailleurs. Parce que là aussi, notre problème se situe du fait que beaucoup de Centrafricains n'ont grandi que dans leur village. Ils ne savent pas ce qui se passe dans les grandes villes et dans les autres pays. Donc cela, pour eux, la vie se limite à leur petit village. Il est question d'ouvrir ces villages-là aux grandes villes, aux pays voisins, pour qu'ils voient ce qui se passe ailleurs. Et en voyant cela, je pense que ça va susciter et de l'admiration et l'esprit de créativité. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai grandi dans un village. J'ai enseigné pendant 10 ans sans avoir été à l'extérieur. Mais c'est quand je suis sortie, j'ai vu les autres pays. J'ai commencé par le Cameroun, ensuite l'Angleterre. C'est quand j'ai vu les autres pays que j'ai vu, mais il se passe des choses dans le monde. Et c'est cela qui m'a ouvert l'esprit. Donc, je pense que déjà, au niveau de l'éducation, dans des situations normales, on devait organiser des colonies de vacances pour permettre aux élèves d'aller voir. Par exemple, dans les préfectures, les élèves qui sont dans les zones de forêt peuvent aller dans les zones de savane, peuvent aller dans les pays voisins, au Cameroun, au Congo, au Gabon, pour voir comment les gens vivent et commencer à rêver. Donc, il faut qu'on amène nos enfants à rêver à une vie de cohésion, pour que demain, ils ne voient pas quelqu'un qui vient d'un autre pays, qu'on ne le voit pas comme un ennemi, mais qu'on le voit comme un être humain à respecter. Donc, ce sont ces valeurs que nous devons développer chez nos enfants, chez nos citoyens, pour le respect de l'être humain, le respect du voisin. Et parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes allés trop loin. Nous avons persécuté nos voisins, nous avons tué nos voisins, nous avons chassé nos voisins. Et ça devait être aujourd'hui le passé pour que demain soit un autre jour. Je pense que la sécurité figure dans la priorité de la feuille de route du gouvernement. Et nous, au Parlement, ici, nous n'arrêtons pas d'interpeller le gouvernement par rapport à la sécurité. Parce que
beaucoup de Centrafricains ont décidé de se remettre au travail. Mais ils n'ont pas la possibilité de circuler. Je donne l'exemple d'un jeune qui travaille à l'hôtel Ledger, le meilleur hôtel de Bangui. Il quitte chez lui à 4 h du matin pour venir travailler. Il est sur une moto. Les délinquants, parce que moi je les appelle des délinquants, ils sont sortis, ils ont tiré sur ces jeunes-là, ils les ont tués. Donc vous voyez un peu, ceux qui se battent pour leur survie sont tués par les délinquants. Et après, ils repartent dans la ville, ils se promènent avec les armes sans se soucier de quoi que ce soit. C'est ça, c'est là où se situe le problème. Et c'est pour cette raison que nous estimons qu'il est important que, même si nous avons les casques bleus chez nous, les militaires, les casques bleus, il est important d'impliquer nos militaires. Parce que ce sont nos militaires qui connaissent ces jeunes qui agissent de manière... et il y en a aussi ceux qui sont dans l'armée. Comme ils ne sont pas utilisés, ils ont des armes et ils utilisent ces armes-là pour faire du mal aux populations. C'est pour ça que les populations ont insisté sur le désarmement de toutes les milices. Et maintenant, que ceux qui sont disciplinés puissent être recrutés. Mais ceux qui ne sont pas disciplinés, s'ils doivent aller en prison pour répondre de leurs actes, ils vont le faire. Et notre pays vient d'innover en créant la Cour pénale spéciale où nous allons avoir des magistrats nationaux avec des magistrats internationaux pour que cette collaboration puisse aider à l'amélioration de notre justice. Donc, maintenant, il va falloir que les populations soient formées, sensibilisées pour porter plainte. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas beaucoup de Centrafricains qui savent porter plainte. Souvent, on se remet à Dieu. On dit, bon, mais Dieu va faire le reste. Et en faisant cela, nous encourageons l'impunité. Donc, il est question que la justice fasse son travail et que ceux qui portent des armes, qui empêchent les autres de travailler, qu'ils arrêtent et qu'ils trouvent un travail sain. Je parlais tout à l'heure d'un travail sain au niveau de l'agriculture, au niveau de la pêche, au niveau de l'élevage. Qu'ils fassent ce travail-là et qu'ils laissent ceux qui doivent assurer la sécurité du pays faire leur patrouille librement pour protéger les populations. Ce dont la population a besoin aujourd'hui, c'est des patrouilles régulières et même que les quartiers qui posent problème, que les forces viennent s'installer là, se positionner pour protéger ceux qui veulent travailler parce que les populations sont prises en otage. Ils ne sont pas d'accord avec toutes ces personnes avec des armes autour d'eux. Donc, un travail de sensibilisation est en train d'être fait également au niveau des maires, des chefs de quartier, pour que les populations puissent apporter leur contribution pour l'arrestation de tous ceux qui troublent la tranquillité des populations. Et ce n'est qu'à cette condition que les Centrafricains seront libres de circuler comme ils veulent pour aller voter les dirigeants qui viendront assurer leur bien-être, les aider à assurer leur bien-être. Donc, la question de sécurité, aujourd'hui, est la question numéro 1. Et encore une fois, pour ce volet, beaucoup de partenaires sont mobilisés pour nous appuyer dans la réforme du secteur de sécurité. Il est simplement question que nous, au niveau national, nous qui sommes les dirigeants, nous fassions aussi preuve de crédibilité, de sérieux et surtout aller vite pour trouver une solution. Parfois, c'est nous qui traînons les pieds. Lorsqu'il faut prendre une décision, nous perdons beaucoup de temps. Or, en situation de crise, il faut prendre des décisions rapidement. Et quand quelqu'un a tué et qu'il n'est pas arrêté, il se promène dans les quartiers, les gens le voient, ils ne croient pas en nous. Donc, il est question de regagner la confiance des populations par les arrestations de tous ceux qui commettent des exactions sur les populations et surtout sur les humanitaires qui sont venus nous aider. Souvent, ils perdent leur vie et nous pensons que ce n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. La vision par rapport à l'éducation. Oui. Je pense que au niveau, l'éducation est tombée très bas. Déjà dans les situations normales, l'école publique ne marchait pas comme il faut. C'était
au moins dans les écoles privées, au moins, les conditions étaient réunies. Mais dans les écoles publiques, vous avez plus de 200 élèves, parfois 300 élèves. Ce n'est pas comme ça que vous pouvez enseigner. Moi, j'ai commencé comme institutrice, ensuite professeure d'anglais, mais j'ai été obligée d'abandonner l'enseignement public parce que je me suis dit, la formation que j'ai reçue, c'est avoir devant moi maximum 50 élèves. Mais quand le nombre dépasse 50, ce n'est plus de l'enseignement, c'est autre chose. Donc voilà la situation que nous gérons aujourd'hui. Une classe où on ne peut pas connaître le besoin de chaque enfant. Tout le monde est... Donc, les besoins spécifiques des enfants ne sont pas pris en compte. Donc ça fait aussi partie des priorités. Et le forum en a parlé. L'éducation doit reprendre sa place. Parce que je vous ai dit que je venais d'un village. Si les écoles marchaient comme ça hier, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc il est question que les écoles dans les fins fonds des villages puissent fonctionner comme il faut. Aujourd'hui, ce sont les parents qui cotisent pour que dans le village, on prenne les élèves, les maîtres parents. Il est question d'améliorer cela. Et l'UNESCO est disposé, l'UNICEF est disposé à nous appuyer. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement pourrait bien appuyer cela parce qu'il est question de former des Africains dignes de ce nom pour demain. Donc l'éducation est prioritaire. Et c'est lorsque nous aurons des jeunes bien éduqués que notre armée va avoir les retombées. Aujourd'hui, le visage de notre armée, c'est le visage de l'éducation. Parce que l'éducation a raté, nous avons des militaires qui ne sont pas à la hauteur. Si l'éducation est bien faite, je pense que tout le reste, chacun de nous va prendre conscience de son travail et les choses vont se passer comme il faut. Donc, l'éducation, la sécurité d'abord, ensuite l'éducation, la santé. Ces 3 points sont prioritaires pour permettre le redécollage de notre économie. Parce qu'il faut que nous ayons des citoyens responsables pour pouvoir exploiter nos richesses. Je pense qu'au niveau des populations, il y a beaucoup de facteurs qui favorisent le retour de la cohésion sociale. D'abord, il y a des ONG et beaucoup de Centrafricains croient en Dieu. Même s'il y a eu beaucoup de Centrafricains sont des croyants, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens. Beaucoup ont secouru les personnes qui étaient en difficulté. Et ça, ils l'ont fait individuellement. Maintenant, lorsque la sécurité a commencé à s'installer, beaucoup d'ONG se sont constituées pour aller de quartier en quartier, des ONG, des jeunes, des femmes et des ONG religieuses. Donc, ils font le tour des populations pour organiser le retour de la cohésion. Parfois, ils organisent des matchs de football, et ils font du sport ensemble. Donc, les choses commencent, au niveau des populations, les choses commencent à bien s'organiser. Il est question qu'au niveau des autorités également, que cette prise de conscience se fasse et surtout qu'on se réconcilie avec les pays voisins. Le Tchad, par exemple, nous n'avons aucun problème avec le Tchad. Donc, beaucoup de Centrafricains qui sont d'origine tchadienne ont été obligés de repartir chez eux. Aujourd'hui, il est question de préparer le terrain pour que tout ce monde-là revienne. Et je peux prendre l'exemple de ma ville natale, Buka, qui se situe à 300 km de Bangui. Quand je suis née, il y avait des musulmans. Nous avons grandi ensemble avec les musulmans. Mais avec la crise que nous avons connue, les musulmans ont été obligés de partir. Beaucoup sont partis au Tchad, mais beaucoup ne sont pas allés loin. Ils sont restés à 100 km de la ville. Et chaque fois que les gens de chez moi viennent à Bangui, je leur demande comment se porte la ville.
Ils me disent, non, non, tout va bien, les musulmans sont partis, on est tranquille. Je leur ai dit, c'est dangereux. Si vous dites que vous êtes tranquille parce que les musulmans sont partis, c'est que ce n'est pas la ville que moi j'ai connue. La ville que j'ai connue, nous étions ensemble avec les musulmans. Nous produisions l'agriculture, eux ils faisaient l'élevage et c'était nos grands clients pour l'agriculture. Et nous étions leurs clients pour le savon. Donc, s'ils ne sont pas là, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont partis, ils ont laissé leur maison. J'ai dit, mais qui habite leur maison? Je dis, non, on a pris les maisons, on est dedans. Je dis, c'est que c'est de l'injustice. Il faut que la justice, et il faut que vous-même vous preniez le devant. Que ceux qui occupent des maisons qui ne leur appartiennent pas, qu'ils sachent que ces maisons ne sont pas vos maisons. Donc, ça, c'est ce travail-là que nous devons faire. Savoir que les maisons que nous occupons, qui ne sont pas nos maisons, nous devons les libérer pour que les propriétaires reviennent demain occuper leurs maisons. C'est ça le prix pour avoir la sécurité. Donc, ça, c'est un travail à faire progressivement de compréhension parce que quand je parle de questions d'éducation, parfois même au niveau des grands décideurs, ils pensent que quand quelqu'un est musulman, il est étranger. Et ça, c'est une clarification à faire progressivement. Et le forum en a beaucoup débattu. Le forum a reconnu que nous devons mettre dans notre législation, nous devons reconduire les 2 fêtes musulmanes de Ramadan et de la Tabaski. Nous devons introduire cela dans notre règlement pour être en conformité avec toutes nos populations. Donc, ces démarches-là déjà sont des signaux forts pour la réconciliation entre les Centrafricains. Parce que les Centrafricains sont mariés entre eux. On ne peut pas... entre nous, et quand vous prenez par exemple les Centrafricains du Nord, dont je fais partie, nous avons des parents qui sont au sud du Tchad. La frontière là, c'est juste une frontière. Mais nous avons des parents, nous avons des liens. Quand vous arrivez au Cameroun, c'est la même chose. Les Centrafricains de Baboua et de Berberati, de Garamboula, ils ont des parents qui sont au Cameroun. Même chose, les gens qui sont au sud, ils ont des parents qui sont en RDC et au Congo, Brazzaville. Les Centrafricains de l'Est ont des parents qui sont certains en Ouganda, d'autres au Soudan. Donc, nous avons ces liens-là que nous pouvons utiliser économiquement. Ce que nous demandons à nos gouvernements, c'est de bien réglementer la circulation et de protéger la circulation des populations pour que les populations puissent se fréquenter sans avoir des difficultés, comme ça se passe à l'Union européenne, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, que nous circulions pour... Et quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'étais à Kinshasa, c'est le souhait des femmes de la RDC. Leur souhait, c'est de prendre la rivière Ubangui pour venir faire du commerce. Et les Centrafricaines aussi, leur souhait, c'est de descendre l'Ubangui pour aller faire vendre leur manioc, leur maïs, leurs patates et tout. Donc, le vœu de nos populations, c'est de se fréquenter. Il faut que nos autorités, avec leur crainte de perdre le pouvoir, qui se méfient des voisins, ça, il faut que ça s'arrête, qu'ils se débrouillent pour avoir un bon système de sécurité et qu'ils permettent aux populations de circuler librement pour leur survie. Parce que les populations n'attendent pas que ce soit les gouvernements qui leur donnent à manger. Ils sont capables de se nourrir, de payer leurs impôts. Mais qu'on leur permette simplement de circuler d'abord dans leur pays, ensuite voyager où ils veulent pour se renforcer leur commerce, renforcer leurs relations. Et je pense que tout le monde trouvera son compte. Le pays va se développer, la sécurité va s'installer et la stabilité va s'installer également dans nos pays. Non, eux-mêmes, les rebelles, eux-mêmes. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire que pendant le forum, les rebelles, eux tous étaient autour de la table. Donc, entre eux, déjà, ils s'entendent. Donc, si eux, ils s'entendent, ça veut dire que les victimes, ça ne pose pas de problème. Parce que c'est eux les problèmes. Aujourd'hui, ils se sont entendus.
Et même moi, par exemple, la rencontre du président Bozizé et Jotoja à Nairobi, moi j'ai applaudi. J'ai dit, ah, si eux, ils s'entendent là-bas, ça veut dire qu'ils peuvent donner des instructions à leurs hommes ici pour qu'ils nous laissent tranquilles. Donc, au niveau même des gens qui ont tiré les rebelles, en tout cas, ils sont partants. Parce qu'ils ont d'abord signé à Brazzaville, ils ont signé ici, devant tout le peuple, ils ont signé un accord pour laisser les armes. Le seul problème, c'est que le gouvernement doit mobiliser rapidement des ressources pour que ceux qui ont déposé les armes, pour qu'ils soient occupés à faire quelque chose. Le problème, c'est qu'ils doivent être occupés à faire quelque chose qui leur permette de gagner leur vie. Et nous serons tranquilles. Oui. Nous avons eu une expérience malheureuse en 2005. Le président Bozizé, quand il est venu prendre le pouvoir, il était militaire. Il a pris le pouvoir normalement pour remettre de l'ordre au sein de la classe politique, se retirer et laisser les politiques aller aux élections. Mais quand il est arrivé, il a changé d'avis, il est resté, il est entré en politique. Et c'est comme ça que notre armée a commencé à être politisée. Donc avec cette expérience-là, nous nous sommes dit, dans la charte constitutionnelle qui gère la transition, il est dit que les principaux dirigeants de la transition ne doivent pas aller aux élections présidentielles et législatives pour rester neutres, pour donner la confiance aux gens qui viennent, parce que puisque c'est nous qui organisons les élections, si nous-mêmes nous sommes candidats, nous allons nous favoriser. Parce que la crise de 2011 provient de la mauvaise organisation des élections. Donc, tous les ministres qui ont servi à la transition, au niveau du Conseil national de transition, c'est les membres du bureau, les 6 membres du bureau, pas tous les conseillers. Les autres conseillers nationaux peuvent être candidats. Mais nous, les 6 qui sommes au bureau du CNT, nous qui dirigeons le CNT, nous n'avons pas le droit d'aller à ces élections. Donc ça, ce sont des conditions qui figurent dans la charte que nous devons respecter. Et c'est le prix à payer pour avoir la paix dans le pays. Et surtout avoir la confiance, la crédibilité des populations, des électeurs et des autres candidats. Et puis la dernière question, pour la première fois, c'est une femme qui est présidente en République centrafrique. Ouais. D'abord, c'est tous des hommes, des militaires. Ouais. Ce sont aussi des signaux, je trouve, femmes centrafricaines. Oui. Oui. C'est que en Centrafrique, nous avons cette chance-là, nous les femmes, quand nous faisons bien, les hommes reconnaissent que nous faisons bien. C'est ainsi que, pour la transition, quand nous avons organisé les élections, nous avons mis en place des critères où les partis politiques ne devaient pas être... Parce que c'était une transition courte durée, il fallait quelqu'un qui ne soit pas... les partis politiques doivent attendre les élections à la fin de la transition. Mais pour la gestion de la transition, il fallait quelqu'un qui ne soit pas dans la politique. C'est comme ça que nous avons mis en place ces critères-là. Et dans ces critères, il y avait 7 candidats. Parmi les 7, il y avait la présidente Catherine Samba-Panza. Nous, les électeurs, nous avons choisi, porté notre choix sur elle parce que nous avions besoin de ces expériences dans le domaine privé. Elle venait du secteur privé et elle a été maire de la ville de Bangui. Donc, autorité locale, ça c'était un signal fort pour les autorités locales qu'ils arrivent au pouvoir. Comme ça, les priorités, c'est pour cette raison que la loi sur la décentralisation, tout ça, ça passe bien parce qu'elle a été elle-même autorité locale. Et également, les gens se sont dit, avec tout ce qu'il y a comme conflit, il fallait une femme pour pouvoir calmer les cœurs et réconcilier tous les Centrafricains. Donc c'est cette chance-là qui a été donnée à notre pays, la République centrafricaine, d'avoir une femme pour conduire cette transition, réussir les élections, pour que la paix s'établisse définitivement dans notre pays. Et la présidente
elle a été aussi femme juriste. Elle a été présidente de l'Association des femmes juristes de la République centrafricaine. Ça prouve combien elle peut avoir une attention particulière sur la justice. Et c'est ainsi que la création de la Cour pénale spéciale a été accélérée pour que ce ne soit pas des hommes qui gèrent le pays, des personnes qui gèrent le pays, mais que ce soit les textes qui gèrent le pays. Donc vous voyez, c'est toutes ces qualités qui sont mises à la disposition de notre pays. C'est une opportunité à saisir pour la réconciliation des Centrafricains et pour le retour à la légalité constitutionnelle.